Des malédictions, des momies, de la magie et des dieux, les clichés concernant l'Égypte ancienne sont nombreux dans la croyance populaire. Mais qu'en était-il réellement? Eh bien, nous allons justement comparer aujourd'hui, grâce aux collections du musée du Louvre, notre vision de l'Égypte ancienne et sa réalité. S'il existe bien un cliché concernant l'Égypte ancienne, c'est celui des malédictions et des momies. Mais alors dans les faits, est-ce que ce cliché reflète une réalité? Il faut savoir que cette image de la momie maudite, elle nous vient du regard grec et romain, certes, mais aussi et surtout du regard biblique, faisant de l'Égypte un pays de malédiction par référence, avec par exemple les plaies d'Égypte. Et ce concept de momie maudite, il n'est présent dans l'imaginaire collectif seulement que depuis un bon siècle, avec l'engouement qu'a suscité l'égyptologie au 19e siècle, et la nouvelle mode apparue notamment avec les campagnes napoléoniennes. L'Égypte devient une destination excitante et mystérieuse et on commence à imaginer des histoires mêlant archéologues, pyramides et malédictions. On peut citer par exemple le roman de Louise May Alcott, Perdu dans une pyramide ou la malédiction de la momie, qui lance déjà en 1869 les préceptes de cette vision romancée des momies. Le coup de grâce est porté en 1922 avec la découverte du tombeau de Toutankhamon qui va exalter la presse et les romanciers. Fun fact, le premier à avoir parlé de malédiction concernant le tombeau de Toutankhamon, eh ben c'est Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Concernant le pourquoi du comment de cette malédiction, eh ben il se trouve que j'ai déjà fait un épisode sur ce sujet, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cet épisode sur ma chaîne. Mais si les momies égyptiennes sont bien plus populaires que les momies Inca ou de Chine par exemple, eh ben c'est sûrement à cause de l'aspect religieux qui entoure tous les procédés de conservation qu'il pouvait y avoir dans l'Égypte ancienne. À l'époque, la momification assurait aux morts une vie éternelle dans l'au-delà. Cet intérêt pour la conservation de son corps provient notamment du culte d'Osiris, momifié par Anubis dans la mythologie égyptienne et qui, grâce entre autres à l'embaumement de son corps, a réussi à être ressuscité. La momification avait donc pour objectif de préserver le corps du défunt pour qu'il puisse le réintégrer dans la mort, tel Osiris. Et à l'époque, eh ben, la momification c'était quelque chose de très pratique et pragmatique. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils n'avaient pas peur des momies en tant que telles. À la rigueur, ils pouvaient avoir peur des revenants, mais bon, ça c'est vraiment propre à plein de civilisations. Mais alors, les malédictions dans tout ça? Est-ce qu'il y a déjà eu à notre connaissance des cas de momies maudites? Et bien pour répondre à cette question, il faudrait déjà commencer par s'intéresser à la notion même de malédiction. En dehors de son usage dans un aspect un peu littéraire, eh ben il y avait bien des malédictions en Égypte antique. Mais attention parce que il s'agit pas vraiment de ce que vous devez être en train d'imaginer. Les malédictions dans l'Égypte ancienne ressemblaient davantage à des punitions immédiates visant à affecter le défunt, comme par exemple la damnatio memoriae, où l'on effaçait toute trace écrite du mort pour que sa mémoire et ainsi son existence disparaissent. C'était une forme de malédiction réelle jetée sur un mort. Dans ce cas-là, on pourrait parler d'Akhenaton comme d'un pharaon maudit, puisque lui aussi il a subi une damnatio memoriae de la part de ses successeurs, notamment Ramsès II qui le considérait comme un hérétique. En revanche, des malédictions dans le sens sort divin jeté sur une victime, eh ben on n'en retrouve pas beaucoup, voire pas du tout. S'il est vrai qu'il existait bien des inscriptions ou des incantations visant à protéger le repos du défunt ou alors les offrandes en place dans le tombeau, et bah contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas monnaie courante. On pouvait par exemple en retrouver dans les parties les plus publiques du complexe funéraire, comme par exemple les stèles, les murs ou encore les portes. Les inscriptions de malédiction sur les sarcophages comme on en voit dans les films étaient quant à elles bien plus rares, puisque le but d'un avertissement c'est tout de même d'être lu avant de commettre l'impair. Et si on lit la mise en garde une fois qu'on a commis la bourde, et ben ça a plus beaucoup d'intérêt, vous en conviendrez. Par exemple, des égyptologues ont trouvé une malédiction inscrite sur une stèle funéraire appartenant au prince Sarampout Ier, un nomarque sous le règne de Sésostris Ier, où il était clairement stipulé que quiconque prendra les offrandes du défunt se fera dévorer par un crocodile, un hippopotame et un lion. Donc à la question est-ce que les malédictions avaient oui ou non un effet dans le réel, et ben ça je peux pas vraiment vous répondre puisque ça relève de la croyance. Tout ce que je peux vous dire c'est que à l'heure actuelle aucun cas d'égyptologue dévoré par un lion, un crocodile et un hippopotame n'a été relevé. And then of course. Scribe, c'est l'un des métiers les plus populaires dans l'imaginaire collectif concernant l'Égypte ancienne. Mais alors en vrai, scribe, c'est une bonne situation ou pas? Bah ouais, carrément même. Le scribe dans l'Égypte antique était un fonctionnaire de l'état de pharaon. C'est une personne lettrée et éduquée à l'art de l'écriture et des mathématiques. Occupant une place de choix dans la société, les scribes pouvaient servir une multitude de rôles. Des archives au tribunal, le scribe pouvait choisir la branche vers laquelle s'orienter. Et ce métier était plus qu'important dans une Égypte où la majorité de la population était analphabète. Sur cette statue assez populaire du musée du Louvre, on peut
justement apercevoir un scribe accroupi qui a probablement été réalisé entre la 4e et la 5e dynastie, et il est représenté justement en train d'écrire sur un rouleau de papyrus, et comme vous pouvez le constater, il y a quand même un certain réalisme apporté à son visage et également à l'esthétique de la statue. Les scribes dans l'Égypte ancienne étaient donc un métier de choix, puisqu'ils occupaient une place relativement confortable de fonctionnaires de l'État, et qu'en plus de ça, ils occupaient par délégation du roi des pouvoirs dans beaucoup d'aspects de la vie égyptienne. L'administration égyptienne n'existe en partie que par le scribe qui enregistre tout. Dans l'Égypte antique, l'administration est très pointilleuse, puisque c'est notamment grâce à elle, et donc par extension au scribe, que le pharaon maîtrise la population, mais également la gestion du pays. Notez par exemple toutes les informations relatives aux crues du Nil afin d'anticiper les récoltes, et ben ça relève de la survie de la population. Donc on peut dire que ouais, scribe c'est plutôt une bonne situation, même si vous voyez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je vous dis pharaon, vous allez certainement avoir en tête les noms de Cléopâtre, Ramsès II ou encore Toutankhamon. Et si ces pharaons sont certes les plus populaires et ceux dont les noms vous sont certainement les plus familiers, et ben pour autant ils n'ont pas été spécialement les plus importants qu'ait connu l'histoire de l'Égypte ancienne. Déjà, en soi, ils n'ont pas tous marqué l'histoire, contrairement à ce qu'on peut penser. Par exemple, Toutankhamon, qui est quand même un petit peu le pharaon star de l'Égypte ancienne, et ben on le connaît surtout grâce à la découverte de son tombeau et toutes les légendes qui s'en sont suivies, mais en soi, en tant que pharaon, et ben il a pas spécialement marqué l'histoire par ses compétences d'administrateur, de militaire ou de politique. Il serait monté sur le trône entre ses 5 et ses 9 ans, et il serait décédé une petite dizaine d'années plus tard, donc en soi il a régné qu'à peu près 10 ans, ce qui est pas énorme, et en plus de ça, son règne, il a pas été spécialement très marquant, puisque la seule chose à peu près importante qu'il ait fait, c'est rétablir le culte d'Amon. Donc il n'a pas vraiment marqué l'histoire. En revanche, son papa, lui, a été un des plus grands pharaons de l'Égypte ancienne, et son nom est 10 fois moins connu que celui de son fils, Akhenaton. Ce pharaon a bouleversé la théologie égyptienne alors en place avec son arrivée au trône, à tel point qu'il a été renié par ses successeurs, comme on l'a vu précédemment. Il abandonne la ville de Thèbes, qui était alors jusqu'ici la ville des pharaons, pour aller construire sa propre ville dédiée uniquement au dieu solaire Aton, et il impose ce culte comme culte quasi unique dans toute l'Égypte. Et des pharaons importants, eh ben, il y en a eu. Que ce soit Pépi II qui aurait possiblement régné plus de 96 ans, Djeser qui a fait de Memphis la capitale royale et qui a également construit la première pyramide à degrés à Saqqara, Mykérinos, qu'on peut d'ailleurs apercevoir juste ici portant le Némès, Hatshepsut, Amenhotep III, Khéops, Thoutmôsis III, bref, Ramsès II n'est pas le seul grand pharaon de l'Égypte ancienne, même si il a été quand même la référence en termes de pharaon biblique. Et d'ailleurs, si Ramsès II a cette réputation de plus grand dirigeant qu'ait connu l'Égypte, et ben cette popularité, elle est peut-être pas forcément méritée. Même si le règne de Ramsès II est exceptionnel dans cette durée pour l'époque et qu'il est à l'origine de nombreuses constructions, il n'en était pas moins un pharaon dépensier qui a presque ruiné les richesses de l'Égypte pour la construction de bâtiments à son nom, là où d'autres pharaons comme par exemple Thoutmôsis III ont à l'inverse créé la richesse de l'Égypte. En termes de grand roi, et ben ce pharaon oublié, il était pourtant un super administrateur politique, en plus d'être un général très doué puisqu'il n'aurait perdu aucune bataille, comme en atteste ce mur du temple de Karnak où sont inscrits tous ses exploits de ses campagnes en Palestine ou en Syrie. Moins intéressé que Ramsès II pour laisser des empreintes de son nom, et ben il en était un petit peu plus oublié. Cléopâtre est quant à elle une reine qui a marqué l'Égypte, certes, mais qui est surtout entourée d'une grande légende et d'un aspect romantique, romanesque, présent même de son vivant, ce qui est loin d'avoir aidé les historiens dans leur étude de son règne. On peut d'ailleurs la voir juste ici, représentée sous la forme d'un souverain masculin, comme le veut la tradition pharaonique. Bien loin de l'image super glamour qui a été développée par tout le romantisme du 19e et par le cinéma, l'image de la reine, elle est ici représentée de façon super conventionnelle, et elle ne nous aiguille absolument pas sur la physionomie tant imaginée de la célèbre Cléopâtre. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les différents clichés qui pouvaient exister dans l'Égypte ancienne. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je tenais à sincèrement remercier le musée du Louvre de nous avoir accueillis et invités pour faire cette vidéo là. Et d'ailleurs sachez qu'on a fait une deuxième vidéo en collaboration qui est disponible sur ma chaîne, donc si jamais vous avez envie de savoir comment est-ce qu'à l'époque on faisait les momies, et ben voilà, c'est disponible sur ma chaîne et vous pouvez aller vérifier ça. Je voulais pas dire checker, du coup j'ai dit vérifier.